Une île au milieu de l'océan Pacifique, le plus vaste de la planète. Un mirage dans un désert d'eau, un refuge. Vous êtes sur une pirogue, sur le bateau de Bougainville ou celui du capitaine Cook. Et là, devant vous, les pics acérés d'un volcan se dévoilent. La Terre, vous êtes sauvés. Bienvenue en Polynésie française. Survoler la Polynésie, survoler ses écrins émeraudes, ses bandes de sable à fleurs d'eau, survoler ses lagons aux mille bleus et ses montagnes luxuriantes, survoler ses paradis préservés comme un oiseau, le rêve. Mais derrière le hublot, on se questionne. Qui sont ces gens? Comment vivent-ils si loin de tout? Et alors on se dit que le voyage ne serait pas parfait sans les rencontrer. La Polynésie, c'est un continent émietté sur l'océan. Des terres isolées dans l'immensité pacifique que les climats, les séismes, la mer ont façonné différemment. Vivre au ras de l'eau sur un atoll, cultiver sur les pentes douces des Australes, se perdre dans les vallées des Marquises, pêcher dans les passes des lagons, on peut voir tout cela en Polynésie, à condition d'aimer les kilomètres. 118 îles, 5 archipels, voir la Polynésie, c'est comme traverser l'Europe, de la Suède à l'Italie, de Lisbonne à Athènes. Ce voyage, nous l'avons fait pour vous, d'île en île, en avion, en bateau, une flânerie au gré de nos envies, de nos rencontres avec les habitants de la Polynésie. Ce sont eux qui vont nous guider, nous accueillir et à travers leur regard, leur mode de vie, leur histoire, nous entrouvrir les portes de ces paradis. Au Tuamotu, un archipel au ras de l'eau, Yann nous montrera les beautés sous-marines de Rangiroa. À Makatea, nous découvrirons une île fantôme. Pour commencer, direction les Marquises et ses îles mystérieuses. Petite escale à Wapo, avec Pascal, un enfant du pays qui a grandi en Bretagne. Quant à Franck, il nous attend à Ivaoa, l'île de Brel et Gauguin. Premier stop de la balade, toujours aux Marquises, Nuku'iva, une île connue pour ses tatouages et sa prison. Berceau de la Polynésie, gardienne de sa culture, de son histoire, à 1600 km de Tahiti, les voilà donc, ces nobles dames. En arrivant, nous sommes surpris. On dirait la Bretagne, l'Irlande, avec l'humidité et les degrés en plus. Mystique Marquise, aux airs de Jurassique, aux vallées inaccessibles.
terre sauvage dont le nom marquisien signifie la terre des hommes. Les premiers migrants du Pacifique Sud se sont arrêtés ici, avant de reprendre leur pirogue pour se disperser vers l'ensemble du triangle polynésien. L'archipel compte 15 îles. 6 seulement sont habitées. Terres isolées à l'extérieur par l'immensité pacifique, terres isolées à l'intérieur. Le 4x4 a remplacé les chevaux sur les pistes de terre rouge. Pour accéder aux vallées, encore faut-il que la piste n'ait pas été détruite par les pluies et les glissements de terrain. Bien sûr, avec le progrès, tout finit par arriver. Les routes cimentées, Internet, les aéroports. Mais les voiliers des bourlingueurs du monde entier viennent toujours s'abriter dans la baie de Nuku'iva. Nuku'iva, la plus vaste et la plus peuplée des îles Marquises. La deuxième île de Polynésie en superficie après Tahiti. Nuku'iva et sa cathédrale qui dresse fièrement ses flèches, symbole victorieux d'une religion sur une autre. L'arrivée des missionnaires catholiques sonna le glas de la religion polynésienne, mais aussi de sa culture. Les missionnaires déclarèrent les chants, les danses, les tatouages contraires aux bonnes mœurs, donc tabous, interdites. Le tabou dura un siècle, un désastre pour cette culture transmise par oral. Et si les tikis, représentations des dieux, résistent fièrement, même après avoir été émasculés par les hommes d'église, ils ne font plus partie du quotidien des Marquisiens. Le tiki est devenu un objet d'art que l'on vend aux touristes sous forme de statuettes, un peu comme le tatouage, qui est devenu un business sur peau blanche. Nice. And why do we want a tattoo? To remember our sailing passage Coming to the and Marquesas. remember coming to the Marquesas. And we know this is the best place in the world to have tattoos. Cette réputation et ces motifs si singuliers ont pourtant failli terminer aux oubliettes, à cause du tabou. La plupart des tatoueurs ont perdu la signification des motifs marquisiens et tatouent des raies manta, des tortues, des hameçons, des croix marquisiennes, parce que c'est joli et que les touristes ne sont pas trop regardants. Heureusement, en 1897, un docteur allemand passa par là, Karl von den Steinen. En 6 mois, il répertoria tous les motifs tribaux des marquises et les expliqua. Un trésor pour les marquisiens qui tentent désormais de retrouver leur culture. Grâce à lui, aujourd'hui, dans les écoles d'art, ces motifs et leur signification sont à nouveau enseignés. Et les marquisiens se réapproprient les connaissances de leurs ancêtres. À l'origine, le tatouage traditionnel était fait au peigne. Os d'oiseau, d'humain, incisifs de rat ou dents de requin. Pour marquer la chair, les ancêtres ne manquaient pas d'imagination. Le tatouage était réservé aux hautes classes, aux rois et aux reines qui passaient des semaines dans des lieux sacrés pour marquer leur corps de leur courage. Mais avec le tabou, la perception du tatouage devint tout autre. Les Polynésiens le regardèrent d'un mauvais œil. Il faudra attendre les années 80 pour que le tatouage connaisse un renouveau grâce au tourisme. Nous sommes venus ici pour le tatouage
Mais partout dans le village, les gens nous parlent de cette prison atypique où les prisonniers seraient dehors toute la journée. Fantaisie de l'administration ou prison d'un nouveau genre, avant de partir, nous décidons d'aller voir de plus près. La prison, c'est cette vieille bâtisse. Bon, la limite, il commence là. La haie, là. C'est la haie. Et le caniveau. Et ça va jusque là. Mais les hibiscus, là, ça remonte là. Une cour de promenade et ses limites virtuelles pour le moins déroutantes. Quant aux joueurs de pétanque, vous ne verrez pas leur visage, ce sont les détenus. 5 prisonniers en fin de peine, tous originaires des Marquises, terminent ici leur détention. Ils sont là pour des affaires de mœurs. Cette prison sans barreaux, Abel Schmucker, le chef d'établissement, en est l'un des instigateurs. En arrivant de la prison surpeuplée de Tahiti, il a voulu essayer autre chose. Nous n'avons pas d'armes à la maison d'arrêté, ouais. On n'a pas de mirador, on n'a pas de carabine, on n'a rien de tout ça. Et il se crée vraiment un dialogue entre le personnel de surveillance et les détenus qui font que tout se passe vraiment bien. Les inconvénients, c'est ce petit mur virtuel qu'on a. Et donc les détenus, ils savent à quoi s'en tenir, il ne faut pas qu'ils dépassent donc les limites. Par contre, les gens de l'extérieur, eux, se permettent de venir à l'intérieur. Et là, on a un petit problème avec ces gens-là. Et comme vous le savez bien, qu'il y a beaucoup de touristes qui passent aux Marquises. Et c'est difficile de leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas rentrer dans la zone de l'enceinte pénitentiaire. Tu peux nous faire visiter un petit peu? Ouais. Là, ici, c'est pour 3 personnes là. Il y a 3 personnes là. Les détenus sont enfermés la nuit et à l'heure de la sieste et peuvent déambuler librement à l'intérieur du bâtiment. Un téléphone rouge les relie aux gardiens qui habitent à côté en cas de problème. Aucune évasion, aucune récidive n'est à déplorer depuis l'instauration de ce système en 1994. Se responsabiliser, se former pour mieux se réinsérer, la recette marquisienne fonctionne. What's your name? My name is Diano. Right. Et de voir la mer, Je vois la mer. Ouais, c'est bien. Mais ça serait bien d'aller carrément se baigner. des fois, il y en a qui ont tenté d'aller faire flou, faire revenir. On n'a pas le droit de faire ça. Si on fait ça, on s'évade. Les Marquisiens ont ce sens du tabou, ce qui est interdit. Et ils ne transgressent pas. Ils savent d'abord que ce ne serait pas leur intérêt, mais même en termes de pulsion, il y a des jeunes femmes qui se promènent sur la route, il y a des touristes, etc. Jamais un détenu va apostropher quelqu'un qui passe, pour quelque motif que ce soit. Bon. Et cette population de 5 détenus est très bien intégrée dans le village, à tel point d'ailleurs que les personnes qui, de temps en temps, ont un surplus de poissons, de légumes, etc., déposent discrètement, à côté de la prison, un endroit d'ailleurs dédié à cet effet, déposent des victuailles pour les détenus, pour améliorer un petit peu l'ordinaire. Donc c'est une situation qui est relativement facile, même si on n'oublie pas, bien évidemment, leurs fautes, leurs crimes. Et s'il n'est pas question de transformer cet espace en joyeuse colonie de vacances.
Une prison ouverte? Au début, ça fait sourire. En partant, nous sommes admiratifs devant l'intelligence humaine de ce système qui marche. La mer isole les Polynésiens, elle les unit aussi. Le bateau a été longtemps le seul moyen de transport, de communication, un trait d'union entre chaque île. Un lien indispensable pour acheminer les hommes et les marchandises. Aux Marquises, le lien le plus connu s'appelle l'Aranui. On dit de l'Aranui que c'est la 7e île des Marquises, un cargo mixte qui transporte tout le fret nécessaire à la vie des Marquisiens. C'est aussi un bateau de croisière pour les touristes. Toutes les 3 semaines, si le temps le permet, la silhouette blanche de l'Aranui pointe son nez. Pascal est marquisien, originaire de Wapo. Pascal a grandi dans les Côtes d'Armor. Il a été adopté, chose courante dans la société polynésienne. Et puis à l'âge de 26 ans, à la recherche de son identité, il a sauté le pas pour venir rencontrer sa famille biologique. Je suis arrivé un beau jour ici, à Tahiti d'abord, où j'ai rencontré mes frères, mon frère et mes sœurs. Puis je décide de rentrer aux Marquises avec le bateau qui est vraiment le bateau des Marquises, puisque c'était l'Aranui. Donc je suis sur le pont de l'Aranui 2 et j'arrive à Wapo. Et là, ça a été l'accueil, la famille, donc mon papa que je voyais pour la première fois, et puis d'autres membres de la famille. Pascal a décidé de rester. Cela fait maintenant 10 ans qu'il vit aux Marquises avec sa famille. À Akaitao, un village de Wapo, l'Aranui ne peut pas accoster. L'absence de débarcadère est chose courante aux Marquises. Il faut donc décharger les touristes et toutes les marchandises indispensables à la population en baleinière. Wapo. Po veut dire python. Pomaka, Mataenva, des géants de pierre qui, selon la légende, se seraient livrés bataille, se seraient cabossés, écrasés, décapités d'une île à l'autre. Grâce à son champion, Pomaka, Wapo est la seule île à avoir conservé ses pics acérés. Ils sont d'ailleurs imprimés sur les billets de 500 francs polynésiens. Autre originalité de Wapo, sa piste d'aéroport. Elle paraît si petite à l'atterrissage. Mais elle n'est pas plus rassurante au décollage. L'île est aussi reconnue pour la qualité de son cannabis, qui en fait une plaque tournante du trafic. Sur l'île de Wapo, 55% de la population a moins de 15 ans. C'est dimanche, le jour de la marchande de glace et du kai-kai familial. Kai-kai veut dire repas en marquisien. C'est chez ses parents que nous retrouvons Pascal entouré de ses enfants. Au menu, le fruit de l'arbre à pain, le ourou. Pascal a 8 frères et sœurs. Il est le seul à avoir été adopté. Tout d'abord, il y a 2 types d'adoption. Il y a l'adoption dite fa'amu en tahitien, ici à Kai, qui est une adoption plutôt en famille. Par exemple, le premier petit enfant est souvent transmis aux grands-parents pour X raisons. Hein. Mais ça se fait assez souvent, ou dans la famille proche, donc chez le tonton ou la tante. Et puis il y a également l'autre adoption qui est dite l'adoption plénière, hein, qui est, elle, ça a été mon cas, donc qui est plutôt mis en place auprès de personnes de l'extérieur, hein, qui souhaiteraient adopter des enfants. Voilà. Et en ce qui concerne ma famille adoptive, elle n'a vraiment de terme adoptif
que pour que tout le monde comprenne. Mais pour moi, ce sont mes parents, hein, au même titre forcément que ceux qui sont ici. Donc j'ai la chance d'être un enfant avec 2 fois 2 parents. Réapprendre sa langue maternelle, sa culture, goûter aux nouvelles saveurs, l'ampleur de la tâche n'a pas fait peur à Pascal. Sa double culture, il l'a mise au service de son île. Aujourd'hui, avec d'autres, il essaie de développer un tourisme culturel, écologique, adapté aux marquises. Un peu plus tard sur le quai, Pascal nous présente une célébrité locale, Étienne. Si vous venez mouiller au village d'Akaetao, il sera là pour vous accueillir. Normal. De chez lui, Étienne a une vue imprenable sur la baie. Dès qu'un voilier jette l'ancre, Étienne descend sur le quai pour rendre service, mais pas que. La plupart du temps, il amène les marins chez lui pour tenter de leur vendre quelques fruits locaux et leur faire signer le livre d'or. Et tu as eu des visiteurs célèbres? Oui, j'ai eu par exemple Eric Tabarly lors de son premier séjour ici en 86, je crois. Je me rappelle plus tellement bien, c'est tellement loin. J'ai eu aussi 2 visites de Jean-Louis Etienne. Alors, son deuxième séjour, il est passé, il marchait sur la route et puis moi, il va à ma maison et il vient vers moi. Il me dit, je me souviens que quelqu'un habitait ici, que je connaissais ce quelqu'un. Il devait s'appeler comme moi. Et moi, je lui réponds, oui, c'est à ce moment-là qu'on nous a foutu une piquée de 12-0 au football avec Eric Tabarly. Alors là, je te dis, il sautait de joie et moi aussi. Après cette défaite mémorable, Tabarly aurait décrété que dorénavant, tout équipier du Pendwick devrait savoir jouer au football. Nous ne pouvions pas quitter l'archipel sans nous rendre à Ivaoa, l'île devenue célèbre grâce à 2 illustres habitants. Le peintre Paul Gauguin et sa maison du Jouir. Peinture, vainé, alcool, un mélange dérangeant qui lui valut les foudres de l'église. Il repose aujourd'hui dans le cimetière d'Atuona, à côté du chanteur Jacques Brel, autre visiteur de passage qui, finalement, décida de s'arrêter là pour de bon. Aujourd'hui, le charme envoûtant des marquises opère toujours. Perché sur une colline, au milieu des arbres, c'est dans sa cabane où il vit et travaille que nous retrouvons un autre artiste, Franck.
Franck est ébéniste. Aito, bois de rose, Philoa, les bois polynésiens n'ont plus de secret pour lui. Par amour de la nature, il est devenu botaniste, jardinier, un guide de la flore locale à lui tout seul. Franck se dépêche d'apprendre. Atteint d'une maladie orpheline, le temps lui est compté. En arrivant ici, je suis tout de suite tombé amoureux justement de l'île, de sa verdure et de sa géographie. Et tout de suite, j'ai cherché à trouver un terrain. Je savais que c'était là que je voulais être. Je suis tombé amoureux de l'île et en plus de ça, après, j'ai découvert, enfin, par rapport au métier, les matières qui me bottent toujours et que je veux connaître. Encore un coconut. Là, un miro. C'est le bois de rose des sculpteurs. La qualité de vie est super ici, quoi. Donc j'ai vraiment trouvé le home sweet home. Sa cabane à Ivaoa, Franck l'a construite de ses mains. En 4 week-ends, 30 mètres carrés, suspendus dans les bois avec tout le confort moderne. Télé, lave-linge et Internet. Un rêve d'enfant. Ah, il y a des plantes aussi assez intéressantes, comme les éponges. Là, c'est l'Uphas cylindrica. On s'en sert justement pour la douche. Et là, on l'a sous la forme naturelle. Donc c'est un cucurbitacé, hein, ni plus ni moins. Et voilà, c'est son squelette en fait qui est bien fibreux. Et les graines se situent dedans. Donc là, j'essaye de pas trop les mettre partout parce que ça pousse tout seul. Ici, tu vois, la nature est assez généreuse, donc t'es vite envahi. Alors, faut essayer plutôt de gérer les dégâts. Voilà, et après, je les passe à la machine à laver pour enlever encore un petit peu de pulpe qui reste. Et après, donc, on a une éponge pour la douche, la toilette, le visage. Là. Le recyclage ici, on peut le faire vraiment tout chez soi. Moi, les bois de conserve, je les prends, je les brûle pour enlever le film plastique qui les protège justement. Et après, je les mets dans mon bidon qui est percé et pluie et soleil, au bout de 6 mois, ça donne une super limaille. Et que je mets donc dans les plantes, les fruitiers. Les anciens avant plantaient des clous dans les citronniers ou les pamplemousses pour justement leur redonner un coup de peps. Et donc tout se réutilise et sans polluer, je crois. Je crois que je pollue pas trop. Toutes ces connaissances, Franck aimerait les transmettre à un jeune marquisien. Ivaoa, l'île envoûtante, sera certainement sa dernière demeure, comme Paul et Jacques. Et pour laisser l'île comme il l'a trouvée, dès qu'il coupe un arbre, il en plante d'autres, pour plus tard, pour les autres. En voyant justement la richesse de la nature et sa beauté, ça m'a en plus renforcé dans l'idée qu'il faut faire quelque chose pour préserver ce côté verdoyant, luxuriant de la nature justement. Ça a amené, ça te rend humble déjà et tu as envie de justement dire regardez un peu comme c'est beau et qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants, pour préserver et pour développer justement la vie dans ce sens-là, quoi. Nous quittons les Marquises pour les Tuamotu, les Tuams pour les intimes. Direction Rangiroa, à plus de 1000 km de là. En Polynésie, il existe un archipel à fleur d'eau que nos petits-enfants ne verront peut-être pas. Et pourtant...
Si vous cherchez l'image du paradis terrestre, c'est au Tuamotu qu'il faut vous rendre. Un archipel qui s'étend sur 1500 km, composé de 77 atolls. Un atoll, c'est la fin de la vie d'une île. L'île haute s'est enfoncée inexorablement. Ses montagnes ont été englouties, formant une barrière de corail, un anneau protecteur. Rangiroa, le plus grand atoll polynésien. Son lagon est si grand que d'une rive, on ne peut apercevoir celle d'en face. À Rangui, la vie s'est organisée autour des passes. 2 villages se font face, séparés par un bras de mer. « 25 km de route, église, temple, petit commerce, école. Vivre au Tuamotu, c'est vivre sur une bande de terre large de quelques centaines de mètres, à la merci des tempêtes et des cyclones. Mais à Rangiroa, si le danger vient de la mer, elle recèle aussi des trésors. Sur l'éolienne là-bas, je vais essayer de faire les tortues. Et à Rangui, s'il y en a un qui a souvent la tête sous l'eau, c'est Yann Hubert. Avec un peu de chance, j'aurai peut-être des dauphins. Peut-être un requin. Peut-être. Il plonge Yann, mais il filme aussi. Pas pour les touristes, Yann est caméraman sous-marin pour les télés du monde entier. Il fait partie de l'élite. Et il y a 20 ans, il a décidé de vivre dans un aquarium grandeur nature. C'est dans les passes qu'il aime s'immerger avec sa caméra. Les passes, en fait, des atolls, ce sont des endroits qui concentrent complètement toute la vie marine qu'il y a autour. C'est vraiment un pôle d'attraction. Pourquoi? Parce que le courant qui rentre et qui sort, en fait, il transporte tous les nutriments qui vont servir aussi bien à la petite branchie d'un ver jusqu'au gros carnassier comme les requins. Donc en fait, on retrouve tous les animaux regroupés sur une zone qui est très courte. Donc là, ça veut dire bien sûr des interactions entre les animaux, des prédations, ils mangent, ils s'accouplent, etc. Tout ça sur une zone très courte, donc facile d'accès. Alors en plus, ça c'est vrai sur toutes les passes, mais en plus les passes de Rangiroa, c'est des passes qui sont très faciles d'accès parce qu'elles sont complètement à côté de la zone vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bateau à faire. Le matin, quand je me lève, si je décide d'aller filmer, je monte dans mon bateau, 4 minutes plus tard, je suis sur une zone où il y a des dauphins. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est aussi facile d'accès. Dans de l'eau claire et dans de l'eau chaude. Donc idéal. On peut imaginer qu'un atoll, ça fonctionne un petit peu comme un oasis au milieu d'un désert. Parce que le large, en fait, on imagine ça difficilement, mais le large, en mer, c'est quelque chose c'est un désert, c'est pauvre, il n'y a rien, il n'y a pas de plancton, il n'y a pas de gros animaux, etc. Donc en fait, un atoll qui est perdu comme ça au centre du Pacifique, ça fonctionne comme une oasis, ça attire tous les animaux. Donc ils sont plus ou moins toujours inféodés à cette zone, ils restent dans une zone d'alimentation. Donc en fait, au jour le jour, on peut par exemple repérer certains animaux. On sait par exemple que tel gros requin, on s'aperçoit qu'on le voit tous les jours parce qu'il reste sur cette zone-là, parce qu'il a suffisamment pour s'alimenter. Les bandes barracudas sont souvent dans les mêmes zones de chasse. Les raimentas, elles migrent, elles, un peu avec le plancton, mais toujours dans la zone du lagon. Donc en fait, on peut un peu suivre leur mouvement à travers l'île. Mais on finit toujours par les revoir, ils migrent très très peu. Ça existe encore, des choses comme ça. Voilà, le message c'est un petit peu ça, c'est que ça existe encore.
Voilà, des endroits comme ça qui sont préservés, qui sont sauvages, des endroits que sur la Terre actuellement on a du mal à retrouver, même en Afrique avec les gros animaux, c'est de plus en plus organisé et puis c'est de plus en plus voilà, le monde rétrécit tous les jours, mais c'est pas le cas sous l'eau. Sous l'eau, le monde il est un petit peu toujours comme il était comme il a toujours été, et donc pour un petit peu partager ça et puis un peu pour sensibiliser les gens, c'est vrai que le film c'est ma méthode. Il y a d'autres méthodes, mais ma méthode, c'est plutôt l'image. Et puis ça marche parce que de plus en plus les gens sont sensibilisés et puis ça leur donne envie de plonger et puis de venir voir les animaux, etc. Et puis voilà. Répondre à une annonce internet et 10 jours plus tard s'installer à Rangiroa, c'est ce qui est arrivé à Sébastien Tepnier. Sable fin et cocotier, mais qu'est donc venu chercher cet œnologue bourguignon d'origine, ici, dans l'archipel des Tuamotu? De la vigne, évidemment. « 9 hectares au milieu de la cocoterie, le pari fou d'un industriel de Tahiti. Après des années de tests et de recherches, c'est ici qu'a été planté le premier vignoble polynésien. On a arraché les cocotiers, rajouté de la terre et planté rouge, blanc, rosé. Ah, c'est sûr qu'on ne se croirait pas sous les cocotiers, à 40 degrés, il fait 16 degrés ici, dans une pièce où il y a une centaine de fûts de chêne, on ne se croirait pas en Polynésie. Mais on a fait les choses bien jusqu'au bout, parce que notre but c'était créer un grand vin, des grands vins. Donc pour ça, il faut mettre les moyens techniques et nécessaires, et c'est ce qu'on a fait. On est comme partout ailleurs, dans un chai climatisé à 16 degrés, sauf qu'on est sous les tropiques. C'est un peu un terroir de rêve, c'est du corail. Alors quand on parle de corail, d'habitude on parle de plongée. Bon nous, on a un nouvel arôme dans notre panel aromatique minéral des vins, l'arôme de corail qui n'existait pas. L'influence du calcaire est très importante. Et ici, le calcaire, c'est du corail, donc c'est un animal marin. Un animal marin pour faire pousser du raisin. Des températures tropicales qui ne descendent pas en dessous de 21 degrés. Le vignoble de Rangiroa a nécessité quelques recherches pour devenir viable. Ici, pas de mildiou ou autres maladies liées à l'humidité, même si des prédateurs atypiques sévissent dans le vignoble. Les crabes tupa ont délaissé les cocotiers pour les vignes et les jeunes plants n'ont qu'à bien se tenir. Une nuit, 600 pieds de vigne ont été sectionnés par ces pinces tranchantes. Chaleur oblige, ici il faut arroser la vigne. Un goutte à goutte puise dans la nappe phréatique de l'atoll l'eau douce dont le vignoble a besoin, grâce à des pompes solaires. Un goutte à goutte qui permet aussi d'apporter des engrais en petite quantité, sans abîmer le terroir. Soleil toute l'année, eau, corail. Résultat, ici, on vendange pas une, mais 2 fois par an. Une récolte exceptionnelle faite par les habitants de Rangiroa. Une vingtaine travaillent ici et sont désormais vignerons, une destinée surprenante car certains n'avaient jamais vu de raisin. Autrefois, je faisais de la mécanique, puis une fois que j'ai connu la mécanique, maintenant il n'y a plus de secret, quoi.
Alors, la vigne, moi, j'ai jamais fait ça, quoi. C'est un truc assez exceptionnel ici, en Polynésie. C'est un projet assez surprenant de faire ça ici. Et tu l'as goûté le vin que tu fais? Non, je ne bois pas d'alcool, mais sinon j'ai goûté au raisin. Du raisin dans les cocotiers, des vignerons qui ne boivent pas. Nous quittons Rangiroa, contents d'avoir découvert cette surprise, ce vignoble du bout du monde. Un atoll soulevé, posé sur l'océan, des falaises dressées comme des murs. Au Tuamotu, pays des atolls au ras de l'eau, il existe une exception, Makatea. Comme un bouchon, l'île a surgi des eaux après une éruption sous-marine. Pas de lagon, forêt vierge, cocoteraies. Le visage de Makatea n'a pas toujours été celui-ci. En venant ici, c'est l'histoire d'une île abandonnée après avoir connu la prospérité que nous allons vous raconter. À Makatea, il n'y a pas d'aérodrome. Pour s'y rendre depuis Rangiroa, il faut compter 7 heures de bonitier, un bateau de pêche local qui pêche la bonite, une espèce de thon. Pas de ponton, pas de quai. Si la houle est trop forte, impossible d'approcher sans l'aide des canottes des habitants. Parfois, il faut même rebrousser chemin. C'est Christophe qui nous a emmenés là-bas, nous et une enveloppe contenant des procurations. Car aujourd'hui à Makatea, c'est jour d'élection. Et pour l'occasion, Julien May, le maire, nous attend. Ils pourront voter, alors c'est là. Ils pourront voter, ce que ça veut dire. C'est pas facile de venir ici. En principe, il y a beaucoup qui disent que Makatea, ça se mérite. Ça se mérite, même si l'on se demande tout de même où l'on est tombé. Ici, le temps semble s'être arrêté. Heureusement, les affiches électorales nous ramènent à la réalité. 48 personnes sont inscrites sur les listes de Makatea, mais beaucoup n'habitent plus ici. Même le maire vit à Tahiti. Aujourd'hui, ils sont une 60aine d'adultes et une 20aine d'enfants à résider sur l'île toute l'année. Grand moment d'étonnement, la bénédiction du scrutin républicain. Mais nous sommes en Polynésie et ici, tout commence par une prière. En 1 heure, Lyon devrait avoir fait le plein. Et puis les élections législatives ne déchaînent pas les passions. L'Assemblée nationale, c'est loin. À Makatea, les maisons n'ont pas le téléphone. La cabine située devant la mairie est le seul lien avec l'extérieur. Le village se trouve sur le plateau. S'il n'est pas facile d'arriver à Makatea, nous nous apercevons très vite qu'il est impossible de la quitter à l'improviste. Ici, les routes sont sans issue. Une route qui descend à la mer, une autre qui mène dans un paysage lunaire. Voilà l'autre visage de Makatea. Des trous à perte de vue, un gruyère de roches, une curiosité géologique, non. Un paysage façonné par l'homme. Jusqu'en 1966, Makatea était une mine de phosphate à ciel ouvert. La compagnie française des phosphates d'Océanie commença à creuser en 1908. La géographie de l'île ne permettait pas d'y installer des méthodes d'extraction à grande échelle.
C'est donc à coups de pioche, de pelle, seau par seau, que l'on allait chercher le phosphate entre les dents de corail. Pendant toute l'extraction, Makatea était une fourmilière, avec une main-d'œuvre venue du Japon, des îles Cook et évidemment de toute la Polynésie. Un vrai travail de bagnard sous le cagnard. Éolienne, groupe électrogène, tapis roulant pour charger le phosphate jusqu'au bateau. En 1954, une jetée de ferraille fut construite pour faciliter le chargement qui se faisait jusqu'alors par chaland. Désormais, ces énormes phosphatiers pouvaient engloutir dans leur cale 550 tonnes de phosphate à l'heure. L'âge d'or de Makatea. La mine apporta aussi une ligne de chemin de fer, la seule, l'unique de toute la Polynésie, la fierté de l'île. Parce qu'à l'époque, pendant l'extraction, le minerai était transporté dans des wagons vers la zone industrielle et ces wagons étaient tirés par la locomotive, par les locomotives. Il y en avait 7 en tout sur l'île. Donc ici, il y avait des chemins de fer. Oui, c'est ce qui attire la curiosité de tout le monde. Effectivement, sur ce caillou perdu, il y avait des chemins de fer, il y avait une voie ferrée, il y avait des locomotives, il y avait des wagons, comme au Far West. Du Far West, il ne reste aujourd'hui qu'une ville fantôme. Du temps de la mine, 2000 à 3000 personnes vivaient ici. Et puis en 1966, la compagnie des phosphates décida d'arrêter l'extraction. Tout le monde repartit à part une poignée d'irréductibles. La compagnie abandonna tout sur place. Donc on vient de passer la boucherie à l'époque, avec là où on faisait de la glace, un peu à l'intérieur, il y avait la boulangerie de l'époque. Sinon c'est là qu'était édifié à cette époque-là le grand magasin de la CFPO, qui était ouvert à toute la population, même si on ne travaillait pas dans l'extraction. Sinon un peu plus loin, on a la blanchisserie, une blanchisserie publique également. Voilà. C'était le village de l'époque. Drôle de retour aux sources pour ce caillou choyé pendant 58 ans d'exploitation. Si la population profitait du développement technique, elle n'a jamais vu la couleur de l'argent du phosphate. Dans ces vestiges qu'elle n'a pas osé toucher, on peut lire la nostalgie de cette grande époque. Je pense que pour ceux qui ont vécu cette époque, c'était aussi une époque prospère en quelque sorte. Makatea avait déjà de l'électricité, 110, 220 alternatives continues, tout ça. Makatea avait le premier terrain de basket illuminé le soir, donc on pouvait jouer en nocturne. Enfin, il y avait énormément de choses, mais je pense que les propriétaires n'ont pas vraiment ressenti le choc au moment de l'arrêt de l'extraction. Mais je pense que c'est quelques années après qu'ils ont commencé à ressentir, entre guillemets, les effets, on va dire les effets pervers de la fin de l'extraction. Abandonnée, laissée pour compte, Makatea, la pionnière, s'est laissée piller, saccager, et puis plus rien. Les trous n'ont pas été rebouchés, devenant ainsi de formidables nids à moustiques. Les crocodiles d'acier ont été enlevés, les tonnes de béton pour amarrer les bateaux, dynamitées. Et la population attend désormais tous les mois les goélettes, seul moyen de ravitaillement, seul lien avec l'extérieur. Pour son électricité, Makatea a depuis 3 ans des panneaux solaires, un projet pilote, signe de renouveau ou volonté de rendre autonome une île délaissée par les pouvoirs publics. Mais la roue tourne et surtout la mer monte. Makatea pourrait devenir l'île salvatrice des Tuamotu, devenir une base de repli pour les éco-réfugiés de demain. « 16 000 personnes vivent dans l'archipel des Tuamotu. Si les falaises de Makatea culminent à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'atoll de Rangiroa n'est qu'à 80 cm du désastre. Drôle de sensation de quitter ces îles en se disant qu'un jour, de façon certaine, elles auront disparu. Sauf peut-être Makatea, comme un drôle de pied de nez à l'histoire.